Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à Maintenance Québec pour la belle organisation de cette belle journée. C'est toujours un honneur d'être ici avec vous et parler d'un sujet qu'on va voir qui nous passionne. Tout d'abord, avez-vous le beau mannequin en haut à droite? Qui connaît le Digifab? Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez dire non, enlevez une petite main, non? Personne? Un, deux, c'est bon. Ceux qui connaissent un petit peu, parfait. C'est toujours une mission, en fait, de se faire connaître de plus en plus. Une belle mission qu'on a chez nous, qu'on pourra en parler plus tard. Bon, Antoine, commences-tu ça? Oui, salut François. Je me doute que tu veux me poser des questions, mais j'aimerais ça t'en poser une avant tout. Oui, vas-y. Tant que tu ne demandes pas mon NIP et ma carte de débit à la fin, j'aurais pas si pire. Ah, ben justement, j'aimerais ça c'est une question un petit peu indiscrète, mais d'après moi, tu es capable de la prendre. OK, tant que tu ne mets pas trop sur le spot. Là. J'aimerais savoir si tu es propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire par propriétaire? Bonne question. Es-tu propriétaire de ta maison? Oui, je suis propriétaire de ma maison, une petite Modern Farmhouse, super belle maison d'ailleurs qu'on a achetée récemment. OK. Puis ta maison est 1950, 1970, 2000? 1978 plus précisément, rénovée dans les dernières années. Nous, on l'a acheté rénové. On est arrivé, c'est le fun en fait, maison rénovée, tu arrives, tu peintures les murs, un peu de ménage, puis tu rentres, puis tu en profites rapidement. Cool. J'aimerais te poser une autre question, peut-être un peu plus indiscrète, si tu le permets. Ben oui. Ta blonde et toi, êtes-vous un peu comme le couple typique? Genre, elle s'occupe des finances, puis toi, tu t'occupes de l'entretien? Tu veux-tu m'en parler? Je pense qu'on va se reconnaître là, ici. C'est typique. Elle a une couple de factures à payer à tous les mois. Puis moi, j'ai une liste de choses à faire. Puis là, si vous êtes comme moi, on en finit une, puis il y en a 3 qui se rallongent. Ça finit jamais, ce boucle-là. Je suis le seul à être comme ça ici. Écoute, ça a l'air d'un sujet chaud, là, mais je ne veux pas vraiment entrer dans la thérapie de couple. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est, selon toi, es-tu un bon opérateur de ta maison? Je ne suis pas sûr de te suivre sur qu'est-ce qu'un bon opérateur d'une maison. Bien, tu es propriétaire de ta maison. Donc, si on se met dans une perspective d'entreprise, c'est comme si tu étais un opérateur de machine. Donc, est-ce que tu es un bon opérateur de ta maison? Très bonne question que tu me poses. Je peux peut-être t'aider à réfléchir pour mieux répondre à cette question-là. Par exemple, ta maison, ta thermopompe. Est-ce que tu changes le filtre de ta thermopompe à chaque 3 à 6 mois? Est-ce que tu sais pourquoi tu devrais le changer? Est-ce que tu sais comment le changer? Ta porte de garage, tu les rails, les roues, le moteur, sais-tu comment l'entretenir? Ta pompe submersible, sais-tu comment vérifier sa fonctionnalité pour éviter des risques d'inondation? Ou même le grenier, tu mesures-tu le taux d'humidité en été, en hiver? Sais-tu pourquoi tu devrais le faire? Veux-tu que je continue? Non, mais écoute, je pense que j'ai un sujet à m'améliorer. Je ne sais pas pour vous autres. Savez-vous tout ça à faire sur vos maisons? Bien, perso, je pense qu'on a tous un peu à s'améliorer par rapport à l'entretien de nos maisons. Mais on pousse plus loin. Disons que tu voulais devenir meilleur. Qu'est-ce que tu ferais? Bien, écoute, si on prend l'exemple de la thermopompe, l'idée, en fait, c'est, mettons, je veux décider d'être opérateur de ma maison, comme tu dis, puis je veux prendre soin de ma thermopompe. Prends l'exemple, bien, j'appellerai la compagnie à qui j'ai acheté la thermopompe, puis je demanderai, écoute, de faire venir un technicien de service, puis je demanderai de faire la maintenance, des recommandations, de l'aide par rapport à ça. Là. Donc, essentiellement, tu appellerais le gars de maintenance. Totalement. Pour faire un parallèle, là, totalement. Et derrière ça, il y a ton désir d'apprendre. Il y a ton désir d'aller chercher des connaissances pour être plus à coche dans la gestion de ta machine, donc de ta maison. Bien oui, totalement. Écoute, parlant de ça, l'été passé, canicule, on le sait tous, c'est là que la thermopompe a décidé de lâcher. Puis là, j'arrive, on appelle le technicien de service qui vient réparer en urgence. Puis, je vous ai parlé un peu que la maison a été rénovée. Il me montre ça, il me sort les fils. Il dit, écoute, tu as des débris de construction dans tes fils. Ça fait penser que, comme tu as dit, 3 à 6 mois, tu m'as un peu appris. Là. Savez-vous ça, qu'il faut changer nos fils de thermopompe aux 3 à 6 mois? Moi, je ne savais pas ça. Ça faisait 5 ans que c'était là. C'est un autre bel exemple. Exactement. Tu sais, quand on y pense, là, il fut un temps où les gens qui faisaient la construction des maisons, c'est eux qui l'habitaient. C'est eux qui gossaient le bois pour construire la maison. Aujourd'hui, on est rendu avec des maisons intelligentes super complexes. Et quand on complexifie les choses par rapport à l'entretien, par rapport à l'opération,
on gagne des fois à revenir sur certains éléments de base. Je pourrais vous donner un exemple par rapport, si on revient à cette évolution-là, de la personne qui gosse le bois pour construire sa maison et éventuellement vivre dans une maison intelligente, on peut revenir à la progression des différentes évolutions industrielles. L'industrie 1.0. Qui se rappelle de c'est quoi l'industrie 1.0? T'étais-tu né, toi, Antoine? Oui, je l'étais. Non. L'industrie 1.0, en fait, les évolutions, il faut comprendre que c'est d'une étape à l'autre. Donc, on passe d'un point à l'autre qui est la 1.0. Donc, l'industrie 0, moi, je le résume à être le jus de bras. Avant, on faisait nos affaires à jus de bras. Et à quelque part au milieu du 18e siècle, on a découvert la vapeur. Donc, on est passé au jus de vapeur. Donc, ça nous permettait d'être plus forts dans nos processus, dans notre processus de transformation. Ça nous a permis d'avancer avec la vapeur et de mécaniser nos processus. Donc, avec la vapeur, on a été capable de créer un bras mécanique. Pour l'industrie 2.0, on est passé de la vapeur à l'électricité, au milieu du 19e siècle à peu près. Donc, on a bâti un bras électrique. On était à jus électrique. Et dans les années 70, on est passé à l'industrie 3.0, qui est l'ordinateur, le jus d'ordinateur. On a informatisé certains éléments. Et là, on est dans l'industrie 4.0, que j'appelle le jus de l'information. Donc, on a accès à une panoplie d'informations qui nous permettent de mieux gérer nos organisations. Mais, à travers toute cette évolution-là, il y a certains dénominateurs communs. Comme? Êtes-vous prêt pour un scoop? L'humain. C'est aussi simple que ça. L'humain est un des dénominateurs communs, ce qui revient à un des éléments fondamentaux parce qu'on a complexifié les choses. Et des fois, quand on complexifie, on s'y perd, ou on perd la perspective sur des éléments fondamentaux qui sont extrêmement forts à la réussite d'une évolution, peu importe l'évolution. Et ça, c'est l'humain. Donc, il y a une phrase qui se dit en anglais, « Business is still human ». Les organisations sont toujours humaines. Et quand on pense à l'humain, moi, une des premières choses qui me vient, puis je le vois en côtoyant différentes entreprises à travers les années, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit des individus qui forment l'équipe. À quel point ça fait un impact majeur sur la réussite de cette évolution-là que l'organisation veut faire. Des exemples de mindset. Vous avez des équipes, pas probablement. Est-ce que les gens dans vos équipes arrivent à la table avec l'état d'esprit, moi je suis ici parce qu'on m'a demandé d'être ici. Est-ce que je suis ici parce que j'avais une invitation à Outlook? Est-ce que je suis ici pour gagner ma paye? À ça, je dirais, une petite anecdote ou une petite particularité, la seule chose qui est garantie dans notre travail, c'est la paye. Parce que ce n'est pas garanti qu'on va avoir du plaisir, ce n'est pas garanti qu'on va être efficace, ce n'est pas garanti qu'on va avoir des bons collègues puis qu'on va être un bon collègue, mais ce qui est garanti, c'est d'être payé. Fait que c'est quoi l'état d'esprit des gens dans les équipes par rapport à l'évolution, par rapport à la prise de possession de l'industrie 4.0? C'est vraiment intéressant l'aspect de base, la culture, de mettre j'aime le dire, mettre les fondations pour une entreprise. Puis après ça, quand on fait cette base, c'est quoi la prochaine étape? Quand les fondations sont là de notre entreprise, c'est quoi la prochaine étape que tu vois en fait? Bien, je te dirais, François, qu'on n'est pas encore rendu là. Oui, l'entreprise est toujours humaine. Oui, les états d'esprit, le mindset des gens quand ils arrivent à la table, quand ils arrivent au travail, ça fait une différence. Mais ça va avoir un impact sur un autre élément qui est fondamental, c'est la culture. La culture de l'équipe, la culture organisationnelle. Ça sonne gros, mais c'est quand même très simple, la culture.
c'est la façon que les gens se parlent, la façon que les gens côtoient. Quand on se promène, est-ce que les gens se saluent? Comment ils s'adressent la parole? Est-ce qu'on est dans une culture du blâme? Oui, Antoine, tu as raison, mais je vais pouvoir le faire si telle autre personne fait ça. OK, donc on se déresponsabilise. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de notre succès. La culture, il y a une autre phrase en anglais qui est ressortie dans un livre, c'est « Culture eats strategy for breakfast ». Not for dinner, for breakfast. La culture déguste la stratégie pour déjeuner. Déjeuner, là, c'est le petit repas de la journée. C'est à quel point la culture est tellement plus forte que la stratégie. Et la culture est alimentée par plusieurs choses, mais avant tout par l'état d'esprit. Fait que c'est comme si, dans tout ce monde de technologie-là, il faut revenir à... Faut juste... On est là. Je ne dis pas qu'on n'est pas là, mais il ne faut pas perdre la perspective de l'importance capitale que nos organisations sont humaines, puis que l'humain, bien, il peut choisir de voir le verre d'eau à moitié vide, mais il peut décider de le voir à moitié plein. Et à travers ça, être un joueur positif ou neutre ou négatif dans la culture de l'organisation. Mais Antoine, moi j'ai une petite question. On est des gens de maintenance. Si maintenance, les gens d'opération, je pense qu'on le sait tous où on s'en va avec ça. J'aimerais te dire, d'un point de vue, pour avoir été technicien de maintenance, que c'est juste, c'est deux mondes. On essaye de vouloir mettre les ponts. Je ne sais pas si vous êtes tous dans cette démarche-là, mais c'est comme si c'est deux mondes aujourd'hui. Comment tu vois ça, toi, pour ramener ça vers justement la culture, vers le mindset que tu proposes de mettre l'humain central? Comment tu places ça? Bien, je pense qu'il faut engager la conversation avec nos équipes sur l'importance de l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit? C'est juste avoir une discussion avec nos équipes, puis on peut décider de les avoir en silo, production, maintenance, au début, et éventuellement avoir ces conversations-là en réunissant les équipes pour les amener à réaliser à quel point l'état d'esprit, à quel point la culture va être déterminante dans le succès d'équipe. Je pense qu'il faut aussi renchérir le fait que le sport de l'entreprise, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas un sport individuel. Là. Tu ne joues pas au ping-pong. Tu ne joues pas au tennis. Tu joues au basket. Au hockey, c'est un sport d'équipe. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un sport d'équipe. Il faut revenir sur ces éléments-là pour, ultimement, mettre de l'avant une vision. Puis quand je parle de vision, là, je ne parle pas des grandes phrases qu'on voit au mur, là, les hauts dirigeants qui décident de mettre des grandes phrases au mur des entreprises, puis que personne vraiment comprend, là, puis on dirait que c'est un gros nuage, puis tu dis, bon, ben ça sert. Je vous parle d'une vision concrète. Une vision dans laquelle vous dites à votre monde que votre ambition, c'est de stimuler la collaboration, encourager le transfert de connaissances. Je veux que toi, qui es un expert dans ça, t'accompagnes lui, qui n'est pas expert dans ça, à mieux saisir, à mieux comprendre, à être ton partenaire, partner in crime, versus deux solitudes, versus deux équipes, à travers cette démarche-là, qui part par accepter le fait que c'est un sport d'équipe, puis que c'est un sport humain, que l'état d'esprit est déterminant à générer une bonne culture. Il faut ensuite mettre de l'avant une vision. Puis il ne faut pas faire une erreur que moi je constate souvent, puis je la vis dans ma propre organisation, c'est que j'ai dit la vision une fois à un membre de mon équipe. Donc j'ai mis un crochet dans ma tête. D'un, je l'ai défini, je suis fier de moi. Mon équipe de direction l'a défini, je suis fier de moi. Ensuite, je l'ai communiqué, ça a pris toutes mes tripes pour le faire. Mais je l'ai fait de façon mécanique. Puis là, dans ma tête, je l'ai dit. Donc, la personne l'a entendu, l'a compris et est maintenant un excellent représentant de cette vision-là. Excusez moi, je call bullshit là-dessus. C'est pas vrai, ça. Puis, la preuve, c'est qu'on peut inverser. Moi, je vous mets de l'autre côté de la table, je vous communique ma vision, puis ensuite, je vous demande, go,
soyez un fin représentant de cette vision-là. Soyez un vendeur hors pair. Contaminez vos équipes de cette vision-là. C'est quelque chose qui est vraiment à développer. C'est un muscle, mais il faut le faire de façon délibérée. Il y en a qui sont super bons. Il y en a qui sont. Moi, je croise du monde qui dit wow, moi, je veux. Tu sais, j'observe, j'absorbe. Ah, wow, j'aime son style, j'aime la façon. C'est tellement clair. Je pouvais prendre ces mots. Mais ça, on appelle ça du talent naturel, souvent. Il y en a qui l'ont naturel. Mais il y en a qui décident de le faire de façon délibérée. Être capable de communiquer une vision. Puis dans le monde de la production versus maintenance, deux grands éléments selon mon expérience, c'est la mienne, c'est la collaboration et le transfert de connaissances. Tu rajoutes-tu avec ça désir d'apprendre, c'est comment stimuler ça? Tu ramènes-tu ça dans cette optique-là, toi? Ou? Définitivement, parce qu'une vision sans exécution, ça ne vaut pas grand-chose. Alors là, on revient à l'aspect humain. Parce qu'en principe, ton équipe devrait vouloir réaliser la vision. Si tu as bien fait ton travail de leadership, de vendeur ou de représentant ou de contaminant, ton équipe devrait vouloir la faire. Mais pour ça, il faut que tu développes le désir d'apprendre, le désir de réussir, le désir de performer. J'ai une anecdote pour vous par rapport à ça. Puis celui-là, c'est une vraie anecdote. Depuis tantôt, c'est pas vrai? Oui. Non, ben, c'était pas des anecdotes, c'était des... j'ai comme deux micros. J'ai rencontré un prof de maths, mais un solide prof de maths. Là. Tellement solide que c'est le ministère de l'Éducation qui lui a demandé d'écrire le livre de maths pour les étudiants à l'université qui vont enseigner les maths à nos enfants au secondaire. Ça, c'est du solide, du solide. C'est lui qui a écrit le livre. Là. Et lui, il me disait, Antoine, au début de ma carrière, j'étais prof, puis j'enseignais les maths aux personnes qui devaient les enseigner. Donc, un enseignant universitaire. Puis là, j'enseignais les maths. Puis le taux de réussite était très moyen. Puis plus j'avançais dans ma carrière, moins j'avais de plaisir. C'était j'enseigne les maths. Puis en discutant avec une collègue, il me dit, on est arrivé à la conclusion que quand nos étudiants arrivent dans la classe, ils n'ont pas de plaisir. Ils n'ont pas le désir de réussir. Alors, ils ont changé leur curriculum de cours. Et ils se sont dit, sur 15 semaines, on va être agressif les 5 premières semaines. Notre désir premier, notre ambition, notre volonté, notre focus, notre vision, ce n'est pas d'enseigner les maths. C'est d'enseigner les valeurs fondamentales et les compétences humaines à comment bien enseigner. Et à amener nos étudiants à vouloir apprendre les maths puis à comprendre que leur rôle premier, ce n'est pas de maîtriser les maths. C'est de maîtriser le processus d'apprentissage par lequel leurs étudiants passent à travers pour apprendre les maths. Puis la première chose là-dedans, c'est de vouloir être dans la classe. Puis d'avoir du plaisir dans la classe. Et ça passe par la collaboration, par de l'entraide, par du professionnalisme, par de la présence, et ainsi de suite. Et ça a été game changer. Ça a été un changement total et c'est ce qui lui a permis de devenir le prof qu'il est aujourd'hui. Une fois que tu as défini ta vision, il faut que tu trouves des façons de stimuler le désir d'apprendre. Et le désir de performer, bien entendu, parce que c'est le fun de performer. Moi, je n'ai pas rencontré grand sportif qui dit à la fin d'une victoire, « Maudite vie de marde. » Non, c'est le fun. Je ne suis pas présent. Écoute, là, on parle de plus la culture, plus haut niveau. Un petit shift à côté pour l'exemple super, l'anecdote super intéressante. Maintenant, si on ramène ça, comment on structure toutes ces belles idées qu'on parle depuis 20 minutes? Là. Comment on réussit à mettre ça en œuvre, en fait? Oui. Bien, je trouve que ce dont on a parlé à date, c'est des éléments beaucoup plus soft, beaucoup plus humains, qui devraient aider les leaders et les équipes à vouloir se structurer.
Parce que tu peux être un artisan. Tu sais, la première étape de l'industrialisation, c'était un artisan dans sa cabane de bois qui gossait le bois, là, puis qui a éventuellement découvert des façons de faire plus fort. Mais il faut... Faire ça va amener les équipes à vouloir se structurer. Donc, on est moins en push. L'équipe se met en pull. Je veux arriver là. Puis là, ça veut dire structurer la collaboration. Ça, c'est ce que j'appelle des rituels. Un rituel, c'est comme brosser les dents. Tu ne brosses pas les dents tous les matins, tu vas avoir mal à un moment donné. Dans 2, 3 ans, ça va faire mal. Mais dans la gestion, dans la collaboration, dans la performance, ça prend des rituels. Ça prend un lancement de corps. Ça prend une rencontre quotidienne juste entre la production. Ça prend une rencontre d'opération. Ça prend ces rituels-là dans lesquels deux grandes choses devraient s'opérer. Une collaboration, le développement de l'association, du partnership entre les deux, et aussi un transfert de connaissances. Maintenant, il ne faut pas penser que ça se fait au travers de toute l'organisation en même temps. Je pense qu'il faut effectivement définir des priorités. Il faut identifier quels sont les secteurs qui sont prioritaires, quelles sont nos zones de fabrication, de production qui sont prioritaires, dans lesquelles on devrait mettre de l'avant cette vision-là, développer cette structure-là, puis amener cette petite équipe-là à graduellement et faire évoluer leurs relations pour travailler en partenariat. Là, tu parles de structure, rencontres, les rituels. Mais si tu veux faire un peu le coaching de toutes ces personnes impliquées, comment tu mets ça en œuvre? Comment tu places ça, ces manières de faire-là? Bien, moi, je crois fondamentalement que chaque leader est responsable du développement des membres de son équipe. Par contre, dans certaines organisations, il y a des gens qui ont 5 à 10 personnes qui se rapportent directement à eux. Fait que, oui, c'est peut-être une opération qui est gérable, mais est-ce que c'est une équipe, est-ce que c'est une taille d'équipe qui te permet de les développer? Et le monde du sport a compris que l'accompagnement, le coaching, le conseil, le guide est un ingrédient clé du succès. En entreprise, on a tendance à le voir plus comme étant un élément de dernier recours. C'est de mieux en mieux, je pense. Je vois beaucoup d'entreprises qui sont déjà dans des démarches, sont plus tant en formation magistrale, sont beaucoup plus en groupe de discussion, en groupe de travail. Mais fondamentalement, une fois que tu as développé ta structure, ton plan de match, il faut que tu accompagnes tes équipes à se l'approprier. Parce qu'au début, ils vont le faire de façon mécanique. C'est nouveau. Faites quelque chose pour la première fois. Ça va être très intellectuel. Vous allez le faire dans votre tête. Puis les mouvements ne seront pas fluides. Puis là, graduellement, vous allez trouver une certaine routine. Puis vous allez conformer à cette routine-là. Et c'est là où la répétition permet de gagner en fluidité, puis de graduellement aller au mode où je comprends qu'est-ce que je fais. Puis éventuellement, je me l'approprie. Donc, toute cette structure-là va gagner en efficacité lorsque les membres de l'équipe, d'un, vont participer à sa définition et vont être accompagnés par leur leader et par d'autres fonctions dans l'organisation à leur montant en puissance d'appliquer et réaliser cette structure-là. Puis justement, là, en fait, on a parlé des fondations, ensuite on a parlé de structurer, s'améliorer, coacher. Comment concrètement, là, comment on encapsule ça pour l'utiliser là, pour monsieur, madame, tout le monde ici? Là? Comment on utilise, comment on est en mesure d'avoir quelque chose pour mettre en œuvre ces belles pratiques-là et ces bonnes pratiques-là? J'ai vraiment l'impression que par ta question, tu essaies de me pousser encore plus vite vers l'industrie 4.0 puis la digitalisation. Je pense, puis merci, là, mais avant d'aller jusque-là, il y a une phase, tu sais, la phase de compréhension. Je le fais mécanique, je le fais de façon, je m'y conforme à la routine. Puis là, à un moment donné, il faut que je le comprenne. Puis dans ma compréhension, tu sais, il y a un long processus. Et c'est là où je trouve que les organisations, étant donné il y a une certaine pression du marché, Industrie 4.0 et ainsi de suite, il y a comme une pression d'y aller, puis d'y aller trop vite.
Moi, je vois l'industrie 4.0, je vois l'informatisation, la technologie comme étant une évolution. C'est une étape. Mais il faut se poser la question, est-ce que nous, en tant qu'équipe, on est prêt à faire cette étape-là, à passer à l'autre étape? Et ça, je trouve qu'il faut, avant de s'informatiser, d'acheter un système informatique ou autre chose, il faut revenir sur nos façons de faire aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont matures, assez matures pour l'informatiser? Tu sais, le processus d'apprentissage, là, je me fais enseigner quelque chose, j'arrive à un point où je le comprends. Ma prochaine étape, c'est quoi? C'est de l'enseigner. C'est de changer ma posture par rapport au savoir. Je sais ce savoir-là, je le sais. Maintenant, si je veux aller à un autre niveau, je dois changer ma posture et transférer le savoir. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? C'est de l'informatiser, de l'institutionnaliser, de le mettre dans une technologie qui permet d'amener le savoir à un autre niveau. Mais si je n'ai pas fait les 2 premières étapes, ça va faire mal. Ça va être long, ça va être ardu, puis on va commencer à vouloir trouver un coupable. Puis le coupable va être soit la personne d'à côté, ou l'autre personne, ou les TI qu'on ne connaît pas, puis ça fait juste du bien de ne pas les connaître parce qu'on peut les blâmer, ou ça va devenir la technologie. Ça me fait penser, Antoine, dans les accompagnements qu'au Routifab on fait, souvent, c'est on commence le mandat avec le but, c'est une technologie. Puis effectivement, la base n'est pas là. Tu sais, oui, c'est accrocheur de dire on veut un système de gestion, on veut un CRM, un ERP, peu importe. Mais on commence, puis avez-vous des processus, avez-vous cartographié vos manières de faire pour que, tu sais, puisque le but, c'est d'automatiser. Donc, est-ce qu'on automatise le désordre? Tu sais, c'est pas la visée là, de faire ça. Puis au final, on passe une grande partie du mandat à c'est quoi les bases, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos besoins pour le système. Après ça, c'est quoi vos manières de faire à haut niveau? Puis juste ça, les gens trouvent des gains. Exemple, tu parlais des TI pour les malmener, mais ce n'est pas le but. De ramener autour d'une table des gens de finance, de TI, de qualité, de production, de maintenance, puis de voir voici le processus de l'entreprise de A à Z, de voir en fait l'impact de chacun des éléments qui sont faits, la valeur ajoutée au fur et à mesure. Juste ça, il y a un très grand gain. Puis à la fin, on est rendu, OK, bien là, le mandat était pour un logiciel. Ah, écoute, on en a assez pour tout de suite. On va se revoir dans 6 mois, 1 an. Là, il faut juste digérer toute cette information qu'on a eue parce que là, on apprend des nouvelles choses. Donc, c'est ce que je vois, puis c'est ce qui vient avec toi, ce que tu me dis. La musique à mes oreilles. Pour donner un autre exemple, hier, j'ai rencontré une organisation de classe à l'échelle internationale qui est à Montréal et qui est dans la production de café. Et ils voulaient étudier la possibilité d'implanter, déployer un DMS ou un système de GPQ en français, gestion de performance quotidienne. Et la première chose qu'ils m'ont montré, c'est leur GPQ actuellement défini sur papier. Et ils sont passés à travers chacun des rituels. Puis ils m'ont expliqué qui, pourquoi, quand, comment, quels sont les outils qui étaient utilisés. Tu n'as pas le choix qu'en écoutant ça, et moi j'ai dit à la personne, c'est soit que tu me mets de la poudre aux yeux, mais dans la façon que tu me le présentes, tu es tellement engagé, passionné et convaincu que je n'y crois pas. J'ai plus l'impression que tu es vraiment mature par rapport à c'est quoi une GPQ. Puis tu l'as. Et donc, ça me donne beaucoup plus. Ça me porte à croire que les conditions clés de succès sont beaucoup plus réunies. Un autre exemple, parce qu'on travaille avec un grand manufacturier de pneus à l'échelle internationale, qui est une entreprise de classe mondiale. Il fabrique des pneus. Je vous le dis, on peut manger à terre dans l'usine. Et je reviens vraiment à la collaboration production-maintenance. À travers les années, ils sont passés à travers la grande phase il y a des experts maintenance qui vont auditer les façons de faire des gens de production. Un processus d'audit, là, pour ceux qui ont déjà vécu ça, c'est rarement stimulant. C'est rarement stimulant. Je veux dire, on ne sent pas que
la nature de l'exercice, c'est mon développement. On sent que la nature, c'est de confirmer que je ne suis pas au standard. Si on se met dans la peau de la personne qui se fait auditer, my God, ça ne doit pas être, ça doit pas être. Alors, cette organisation-là a constaté ça. Elle est revenue à l'aspect état d'esprit. Quand la personne de maintenance allait, c'était quoi son état d'esprit? C'était quoi sa démarche? C'était quoi la culture qu'elle voulait, qu'elle développait? Consciemment ou inconsciemment? Mais c'était une culture d'audit, de vérification, d'évaluation. Tu te sens-tu en partenariat avec la personne qui se présente dans ton poste de travail quand tu es comme ça? Alors, ils ont vraiment travaillé l'aspect humain, la démarche des deux parties, parce que ce n'est pas juste une partie, c'est une culture. Une culture, c'est comme une piscine. On est tous dans la piscine, avec maillot de bain, j'espère. On est tous dans la piscine, puis il y a un courant. Il y a un courant qui s'établit, là. C'est peut-être le filtreur qui nous pousse, là. Le filtreur étant, je ne sais pas, quelque chose, là, le marché ou la présidence ou quelque chose. Mais à un moment donné, on emboît tout le pas, là, puis on stimule le courant. Puis s'il y a une personne qui essaie de contrer ce courant-là, d'après vous, si c'est la seule personne, elle n'a pas combien de temps? Une semaine? Un mois? Ouais, c'est ça. Alors, ils ont constaté ça et ils ont travaillé leur évolution culturelle et leur évolution de responsabilisation, de collaboration des deux parties en partant de cette constatation-là. Et en appréciant le fait que ce n'est pas les gens terrain l'enjeu numéro un ou le défi numéro un, parce qu'une équipe est à l'image de ses leaders. Mais ça, il faut faire attention, parce que plus on monte, plus il y a des égos. Puis plus les égos sont forts. Donc, ils sont moins malléables, c'est ce que je veux dire. Mais il ne faut pas penser non plus que les égos, c'est négatif. C'est au contraire très fort. Il faut juste que ça soit bien canalisé. Et ça nous amène, éventuellement dans cette évolution-là, à digitaliser la collaboration entre la personne de maintenance et la personne de production, où ils ont mis dans une GPQ, un système informatique de gestion de performance quotidienne, les rituels que chacun devait faire pour assurer le succès à long terme de ta maison. Donc, ton gars de thermopompe est venu te voir et dit « François, ta thermopompe a pété parce que tu n'as pas entretenu ton filtre. Mais tu ne savais pas ça. Moi, je le sais. Fait que je vais te donner l'information, je vais te dire où acheter ton filtre, je vais te dire à quelle fréquence, je vais te montrer comment déterminer si ton filtre est sale, je vais te le montrer, je vais te transférer une connaissance. Au lieu que moi seul, je vais définir une liste de paramètres, puis ensuite je vais aller t'auditer, je vais te dire « Ah, François, tu ne connais pas ça. » Je le savais déjà. Merci. C'est ça. C'est ça. Mais c'est une belle approche que tu amènes parce que en maintenance, on voit beaucoup la maintenance corrective, préventive, prédictive, prescriptive. Tu sais, il y a de plus en plus de valeur ajoutée, mais qu'il y a de plus en plus de complexité pour réussir à faire cette maintenance-là. Puis de commencer la journée avec justement un retour aux bases, je trouve ça tellement intéressant et pertinent pour lancer une journée comme ça. Je trouve ça super intéressant. Là, il reste, en fait, c'est 7 minutes, mais c'est avec les questions, il en reste 2. En théorie, je ne vois pas Jordan, mais je pense que c'est un signe de oui. Moi, j'ai une dernière petite question pour toi. On va finir avec ça par ton expertise, par le nombre de projets que tu as fait dans ta vie. C'est quoi un peu les highlights de tes conditions gagnantes? Puis là, je te dis, on a une diapo, tu ne l'as pas vu la mienne, moi j'ai une diapo après ça, que j'ai mis les 5. Fait que moi, je me suis mouillé. Puis là, je vais voir avec toi si tu peux faire ça. Là, prends pas 20 minutes, 2 minutes. OK. Bien, vous voyez les deux logos, là, ProAction. Donc, nous, on est 100% dédiés au développement du désir de performance dans une équipe. D'accord? Ça inclut notre équipe. Cordonnier bien chaussé. Ça ne veut pas dire qu'on est bien chaussé, mais on a l'intention de l'être, puis on a le désir de l'être. Et à travers les 20 dernières années, on a développé un DMS ou une GPQ qui s'appelle U-Track. Là, j'ai perdu ta question. Conditions gagnantes. Conditions gagnantes. Vous avez compris que la GPQ, c'est comme une finalité ou c'est comme une étape, mais il faut se poser plein de questions avant de le faire. Maintenant, quand on est rendu, la principale condition clé de succès, c'est une des phrases que j'ai dit, c'est qu'une équipe est l'image de ses leaders. Il faut que les leaders soient 110% convaincus
que ça va être bon pour eux. Tu sais, les leaders qui disent « Ah, ça va être bon, Antoine, t'as mis le doigt sur le bobo, mon équipe va triper. » Oui, mais toi là-dedans? Toi là-dedans? Si on est d'accord avec le fait que les équipes est à l'image des leaders, il faut travailler. Fait que la première condition clé de succès, c'est les leaders. Ce n'est pas juste le leader de production ou de maintenance. On revient à un des premiers points. Business is still human, le mindset, la culture. Il faut que, de façon le plus large possible, les fonctions, toutes les fonctions de l'organisation, je dis toutes, là, mais selon la taille de l'organisation, mais il faut impliquer le plus de monde à la tête. Il faut que ça soit une vision commune. Il faut que chaque fonction devienne partie prenante, puis que chaque partie prenante ait le temps et l'opportunité de se positionner dans cette évolution-là. Est-ce qu'on est en direct ou on est en support? Puis comment on va offrir le support? Parce que moi, je crois fondamentalement que tout le monde dans l'organisation doit être connecté à la création de richesse. Pas parce qu'on est au RH qu'on n'est pas connecté. On est 110 connecté. En période de pénurie de main-d'œuvre, RH, c'est important? Oui. Les finances, c'est la même chose, et ainsi de suite. Donc, première condition clé de succès, c'est celle-là. La deuxième, c'est d'en faire une intervention la plus large possible pour s'assurer que l'utilisateur final sent la même vision, la même culture des différentes parties, différentes fonctions dans l'organisation. Il sent que c'est une démarche d'organisation. Et naturellement, il faut le connecter à une stratégie. Ça ne peut pas être la saveur du mois. Il faut qu'il y ait une pertinence. Il faut qu'il y ait une identité. Puis, des fois, je trouve que les organisations vont y donner une nouvelle identité. Tu sais, un DMS, là, moi, je n'ai pas rencontré dans ma carrière une organisation qui ne s'affaire pas déjà à mettre en place une GPQ solide. Jamais. Alors, c'est déjà des choses qui sont en cours. Donc, il ne faut pas toujours y donner une nouvelle identité. Il faut dire, une autre approche intéressante, c'est de parler on est prêt à passer à l'autre étape, de générer une évolution encore plus marquée. On s'est amélioré, mais là, on veut faire une autre étape. Puis on le connecte à notre vision fondamentale de performance d'organisation, parce qu'on se sent prêt, parce qu'on croit au potentiel de l'équipe, puis on croit que nous, en tant que leaders, on est en mesure de leader cette transformation-là en engageant et en stimulant la collaboration. Écoute, tu as parlé beaucoup des points. Là, juste faire le petit buzzer, il marche. Oui, il y en a un, en fait, que tu n'as pas parlé, que nous, on croit beaucoup, puis que je suis sûr que tu le lis, puis tu vas faire, ben oui, c'est moment opportun, question de timing. Exemple, vous êtes en train d'implanter un gros projet, là, votre ERP. Okay? Vous décidez de le lancer, ça implique tous les départements, c'est un gros projet. Puis là, de lancer un autre projet par-dessus, quand vous n'avez pas eu le temps de le digérer, l'adapter. Ce n'est pas parce que vous partez votre projet, exemple, je prends l'ERP parce que c'est quand même très visuel, c'est pas parce qu'il y a eu le Go Live, puis vous avez commencé à l'utiliser en temps réel, puis vous vivez avec, qu'avec ça, tu es prêt à partir un autre projet numérique. T'sais. Laissons-nous le temps de le vivre, de le digérer, d'apprendre, de faire des échecs, de se planter, de manquer une commande à temps, tout ça, pour être en mesure qu'une fois que c'est bien rentré, les manières de faire, là, on peut commencer à optimiser, exemple, nos logiciels, optimiser nos manières de faire. Parce que si on fait ça trop rapidement, comment qu'on voit, souvent dans nos accompagnements, on rattrape des mandats perdus comme ça, ou l'idée de pourquoi on voulait un système, de pourquoi on voulait du monitoring, peu importe, c'est un peu, ben là, on l'a fait trop vite, puis ça ne marche plus, puis là, on a jusque-là avec nos opérations. Donc, laissons-nous le temps de le vivre, de le digérer, d'apprendre, puis après ça, d'en vouloir tout le temps plus. De toute façon, c'est une roue d'amélioration continue. On en veut constamment plus de la technologie. Une fois qu'on touche à quelque chose, on aime ça de plus en plus. Puis je prends l'exemple de mon grand-père de 92 ans qui fait du FaceTime, puis il aime ça faire du FaceTime. T'sais. Donc, quand on a de la techno, on en veut tout le temps, puis de plus en plus. Fait que c'est un peu l'idée de rajouter avec ce que tu dis, dans la culture, rajouter l'innovation, puis l'accès à l'innovation, puis en vouloir en fait, toujours plus. Donc, 1 minute, là, on va se faire mettre dehors de la scène. Écoute, moi, je vais te le dire, Jordan m'a approché pour faire la rencontre, puis la conférence. Je me suis dit, ce serait le fun de faire quelque chose qui change un peu de nouveau. Puis t'inviter, t'écouter, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Ça change de la maintenance directe, ça change un peu de tout ça. Puis c'était le fun d'entendre, de revenir aux bases de la culture. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. Merci. Merci pour votre écoute.